Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule. Alors là, au moment où nous enregistrons ce podcast, c'est pas encore Noël, mais pour vous, Noël approche. C'est le moment où on choisit ces jolis petits cadeaux sous le sapin. Et aujourd'hui, on va vous faire l'article, la présentation d'un petit jeu qui pourrait bien finir sous votre sapin. Il s'agit de Mini Rogue, un jeu de Nuts Publishing. Attention, on n'est pas financé par Nuts Publishing. Il se trouve, c'est une coïncidence que c'est le jeu que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. À vous deux, Géraldine, bonjour, ça va la pêche? Ouais, ça va, super. Et à l'heure où on enregistre, c'est pas encore ouvert le sillon, hein. Mais ça va pas tarder là. Logiquement, enfin, vous, au moment où vous écoutez ce podcast, ça y est, le sillon est ouvert. Tu peux nous parler un peu de ça Avec Julien, on va ouvrir une cave bar à vin sur le sillon à Saint-Malo, voilà. avec une magnifique vue sur mer. Sur la digue. Là, on en profite seulement tous les deux pour l'instant, mais on a hâte de le faire découvrir à tout le monde très bientôt. Voilà. Donc voilà, on fait un peu de pub pour votre, gentiment, votre petite affaire. Non mais c'est trop cool. Nous sommes également avec François ce soir, ça va la pêche? Très bien, salut, merci beaucoup. Donc aujourd'hui j'ai voulu vous faire jouer à Mini Rogue. C'est un jeu qu'on m'a offert, c'est Darky je crois bien qui m'a offert ce jeu, parce que il lui faisait penser énormément à Donjons et Domino. Effectivement il y a pas mal de choses en commun avec Donjons et Domino. Et on va vous le dire tout au long de ce podcast. Donc Mini Rogue, c'est un dungeon crawler sur table, exactement comme Donjons et Domino. C'est un comment on appelle ça déjà? Un roguelike. Voilà, c'est ça. Le terme vous parle de roguelike à tous les deux, François? Je l'ai déjà entendu, mais je pourrais pas dire exactement à quoi ça correspond. Bending from Isaac, c'est ça le nom du jeu, un des jeux Steam voilà, qui a fait beaucoup parler de lui. Zelda, tu vois, les premiers Zelda, évidemment. Zelda 3, tu vois, où tu descends des donjons, voilà, c'est du roguelike aussi. Il y a évidemment le plus connu de tous qui est Diablo en fait. Le tout premier Diablo et les Diablos suivants, voilà, c'est du roguelike, c'est du dungeon crawler. Le dungeon crawler, c'est encore un petit peu différent du roguelike. Le dungeon crawler, c'est le fait on descend dans un donjon, on fait des pecs. Souvent, c'était des Sword and Serpent, c'est ce genre de jeu. C'était des écran après écran. T'appuyais sur la touche et ça affichait un autre écran et tu te baladais dans les couloirs et de temps en temps, tu tombais sur des monstres et tu les affrontais, tu gagnais des pecs et t'appuyais. Enfin, c'est trop bizarre le dungeon crawler. Okay. C'est vraiment un style de jeu vidéo des tout premiers temps du jeu vidéo, quoi. Et ça ressemble à fond à ce qu'on a fait ce soir. C'est vraiment le dungeon crawler sur table, c'est presque plus que du roguelike sur table ce qu'on a fait là ce soir. Alors qui veut se lancer dans une explication du jeu? Vas-y. Eh ben je vais me lancer. Ouais. T'es très fort pour ça. Ouais, il a l'habitude d'expliquer les jeux, notre ami François. Je vais rougir. C'est un jeu, premièrement, où on doit choisir une classe parmi 4 personnages. On a un mage, un croisé, qui est une sorte de gros chevalier tanker qui doit en mettre plein la tronche, mais on l'a pas essayé. On l'a pas essayé. Moi, je l'ai essayé, donc je peux te dire un petit peu. C'est qu'en fait, donc effectivement, il commence avec plus d'armure. Donc il y a 4. Il faut bien imaginer qu'il y a 4 caractéristiques dans le jeu. Les points de vie, les XP, l'armure, les rations, les pièces d'or. Donc ça fait 5 en fait, ça fait pas du tout... Ça fait même... Si, ça fait 5. Et les objets. Donc XP, PV, armure, ration, pièces d'or et les objets. Et en fait, j'ai l'impression que chaque archétype de personnage est un peu sa spécialité un petit peu comme dans un jeu vidéo quand on choisit sa classe en fait. Oui, donc le croisé qui est le guerrier, lui c'est plutôt la classe d'armure. Chaque fois qu'on prend des dégâts, on soustrait sa classe d'armure au nombre de dégâts reçus. Donc, par exemple, si je dois prendre 10 dégâts et que j'ai une classe d'armure de 1, j'en prends que 9, par exemple. Voilà, un exemple typique. Mais le croisé, il a aussi ce pouvoir que quand il peut utiliser sa classe d'armure de façon offensive. Ça lui permet de doubler, je sais plus quoi, le nombre de blessures en fonction de... Ajouter le double de votre valeur d'armure aux dégâts de votre attaque. Donc en plus, la maîtrise de l'arme, tu vois, quelque part, c'est ça que ça émule, tu vois. Parce que l'armure, dans le jeu, c'est à la fois l'équipement. Enfin, c'est tout l'équipement, en fait. Voilà, donc... non, mais c'est compliqué à expliquer. C'est vrai. Donc voilà, le croisé. L'autre personnage, François. Ensuite, on a le mage. Alors, on l'a pas essayé non plus, mais en le lisant, il a l'air bien énervé. Donc forcément, il va utiliser la magie. Il a une capacité active de combat qui permet
entre guillemets, d'appliquer l'effet d'une potion, même s'il ne la possède pas, et de l'ajouter à son jet de combat. Donc il faut savoir qu'on a plusieurs potions. On a une potion de feu qui va coller 7 dégâts en un seul coup. On a une potion de poison qui va coller 4 dégâts par tour, etc. Et une potion de givre qui fait que l'ennemi n'attaque pas. Donc ça, c'est très bien parce c'est que pas mal, ça. on est sur un style de combat, on y viendra après, mais qui est au tour par tour. Ouais. À la fin de donc Fantasy, on tape, il nous tape. On est obligé de se prendre au moins un taquet. Exactement. Oui. Ouais. Et après, on a les deux dernières classes, donc celle qu'on a jouée avec Géraldine. Donc, on a la prêtresse que je jouais, qui est une sorte de healer. En fait, elle permet de soigner des malédictions et un petit peu de PV, ou de sacrifier une certaine quantité de points de vie que l'on possède pour infliger le double, en fait, de points de dégâts à l'adversaire. Donc, si on perd 4 PV, qu'on a envie d'être un peu suicidaire, on en colle 8 gratuitement. Tiens, juste, je te le dis, je pense qu'il y a un faux contact sur ton micro, donc si tu l'appuies sur la table, ici, en fait, on t'entend... Voilà, on va faire comme ça. Je vais bouger le fil Super, comme ça. c'est pas grave. Ok, d'accord. Vas-y, du coup, la prêtresse, qu'est-ce que tu disais? Pardon, excuse-moi. Donc, J'étais les sur le PV... tribut divin, c'est ça. On sacrifie un certain nombre de PV et on colle le double à l'adversaire. Donc d'accord. C'est Et tu sacrifies expéditif. Combien de PV? Autant qu'on veut, c'est pas précisé, donc on peut en sacrifier, sachant qu'on peut aller jusqu'à 20 PV, on peut en sacrifier 19 si on veut être violent. Et donc, du coup, ça fait 19 de plus. Ça fait le double. Ça fait le double. Ah oui, donc par exemple, tu sacrifies ça 5. fait 38. Ah oui, si tu sacrifies 5 On en PV, colle tu fais 10. 10 dégâts. 10 C'est ça. dégâts. On l'a utilisé qu'une fois, je crois qu'on l'a Tu parce que saignes pour, j'ai été en danger souvent. Ok. Et le rogue, alors Et après, vas-y. on a le rogue que joue Géraldine, donc qui a, donc c'est un roublard, hein, c'est un filou. Il a une capacité de coup en traître qui automatiquement double les dégâts qu'on inflige avec les dés, parce qu'on lance des dés pour déterminer le nombre de dégâts qu'on fait, et une capa d'évasion, donc ça c'est dans la phase d'exploration du jeu où on décide de sauter une case. Une porte, ouais. Ça Pour pas l'affronter, ça nous a bien servi. Ça nous a servi, effectivement. Alors, ce qu'il faut expliquer immédiatement, c'est que le donjon va être généré par des cartes de façon procédurale, un peu comme dans Donjons et Dominos, justement. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer toujours... Donc, il faut que vous imaginiez 9 cartes qui sont posées les unes à côté des autres, un peu comme un pavé numérique, finalement. C'est ça, en colonne de 3. En colonne de 3, merci, beaucoup plus... 3 par 3, ça va être plus clair. François, oui, 3 par 3. Décidément, c'est un professionnel. Donc, on est à 3 par 3 et donc on commence toujours sur celle qui est en haut à gauche. En haut à gauche, c'est ça qui va être en fait l'entrée, la première carte qu'on va retourner. Et parmi ces cartes, il peut y avoir des pièges, des monstres, des marchands. Beaucoup de marchands. Des abris. Ça, c'est parce que tu dis ça parce que tu as eu de la moule au tirage. Parce qu'on va en reparler. Donc, on va reparler de tout ça. J'aurai quelques commentaires à faire sur votre partie. Donc, en gros, vous avez donc des pièges. Qu'est-ce que j'ai oublié? Des pièges, des méchants, des ermites, des feux de camp, des objets qu'on peut récupérer sous condition, etc., etc. Chaque carte est finalement expliquée. Alors là, c'est là que le bas blesse. Voilà, par des pictos. Des pictos. Et donc, du coup, on applique en fait ces effets. Certaines cartes nous demandent de faire un test. Dans ce cas-là, on utilise notre dé de héros, qui est un dé blanc. En gros, donc c'est un dé 6, et sur un 5 ou un 6, le test est réussi. Certaines nous demandent de combattre. Donc, on fait un combat au tour par tour. Ouais, le feu s'est réveillé. C'est beau. Je vois ça. Je suis pas habitué, donc mon oreille traîne. Ouais. Et puis, tu as vu, ça réchauffe d'un seul coup. Il y a un rayonnement de fou. Donc, du coup, on a les monstres. Les monstres, on les affronte au tour par tour. On lance son dé 6. On inflige un nombre de dégâts égal au score qu'on a obtenu, en gros. Il faut préciser que le D6 donc, est explosif. Ça veut dire que sur un 6... on lance. Alors vas-y, raconte le coup du... Alors ça c'est autre chose. Ça c'est pour la campagne. On en reparlera après. Ouais, c'est ça. Ouais, cette partie. Donc le D6 explose, c'est-à-dire que si vous faites 6, vous pouvez relancer le D6. Et donc vous additionnez, donc vous faites 6, puis ensuite, vas-y. Sauf si on fait une petite croix, et là ça annule la totalité de ce qu'on vient de faire. Donc si on fait comme Géraldine, qu'on part sur une série, on fait 6, puis 6, puis 6, on arrive à 18. Et après on fait une croix, on fait rien du tout en fait. La croix, on se prend les pieds dans le fourreau et on s'écrase par terre. La croix c'est le 1 du D6. Il n'y a pas de 1 en fait sur le dé. Ouais, le 1. Donc voilà, il annule effectivement l'explosion du D6. Bon. Alors c'est parti. Plusieurs éléments. Enfin moi, déjà, est-ce que vous avez kiffé la partie? Oui. C'était très sympa. La prise en main est un peu complexe, étonnamment. Je m'attendais à un jeu beaucoup plus simple de prise en main, mais en fait, il y a tellement de pictogrammes qu'on passe beaucoup de temps le nez dans les règles au début de la partie, mais arrivé
au 2e, 3e étage, ça commence à se fluidifier énormément. Donc la partie était quand même très sympa. Puis on se prend au jeu en fait, à taper du gobelin, puis à aller boire des coups avec un marchand. Très chouette. Oui, et puis il y a une espèce de petite tactique, parce qu'en fait on est obligé donc soit d'avancer, soit de descendre. Donc dans les 9 cartes en fait qu'on a. Dans les 9 cartes, voilà. Soit on va vers la droite, soit on descend en gros. Ouais. On peut pas remonter en arrière. Et on peut pas aller vers la gauche au final. Ouais. Donc du coup, voilà. Comme là, nous on a joué à 2, alors ça peut se jouer seul. Mais là, nous on a joué à 2, et du coup on avait cette petite partie tactique où on réfléchissait à ce qu'on voulait faire pour avancer sans trop mourir. Ou sans trop combattre, du moins. C'est ça, ça nous a bien réussi finalement. On a bien réussi. La violence, c'est nul. Et donc, du coup, comme le donjon est géré de façon aléatoire par des cartes, en fait, qui vont être tirées au sort, parce qu'on met 9 cartes devant soi, il n'y a que les cartes du fond, en fait. Quand on arrive au bout des 9 cartes, c'est très compliqué à expliquer en podcast, mais quand on arrive au bout des 9 cartes, donc en bas à droite, tout en bas à droite de la colonne du carré de 3 par 3, on tombe forcément sur... on descend, en fait, et on doit dépenser une ration, c'est-à-dire qu'on change d'étage, en fait, c'est un escalier qui nous fait changer d'étage. On doit dépenser une ration. Si on ne dépense pas cette ration, on perd 3 points de vie. Et parfois, quand on est arrivé au bon endroit, eh bien, on tombe sur le boss. On doit battre le boss à ce moment-là et on descend de la même manière, etc. Et l'objectif, c'est d'arriver tout en bas, c'est-à-dire au terme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrés de 9 sur 9 finalement, qui correspondent à 4 étages. Tout ça est très compliqué à expliquer en podcast, mais en gros, on évolue dans le donjon. Parfois, on tombe sur des boss. Et voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était surtout un jeu d'investissement, finalement, de ressources. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque moment, quand on arrive au bout d'une carte, donc on retourne les 2 cartes adjacentes et on choisit sur quelle carte on va. Et là, on se pose des questions de l'ordre de quoi j'ai besoin pour avancer, qu'est-ce qu'on risque à avancer aussi, des fois. Parce qu'on a eu plusieurs fois le cas, par exemple, avec des monstres où on avait envie de se battre un petit peu, parce que c'est quand même sympathique. Et des fois... au vu des PV qu'on avait, de la force du monstre, non, tant pis, on va avancer sur une case qui nous intéresse un peu moins, mais qui est moins risquée. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque carte propose des alternatives. En fait, déjà, il y a plusieurs choix. Déjà, quand on est face à 2 portes, les 2 portes s'ouvrent, on a 2 cartes qui s'offrent à nous, on doit choisir entre l'une ou l'autre de ces cartes. Donc déjà, il y a un premier choix un peu binaire. Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Et là, déjà, on est dans un espèce de calcul de risque, en fait, de se dire, si je prends le piège, j'ai peut-être beaucoup à gagner, c'est vrai, mais si je vais au sanctuaire, c'est peut-être plus sécure, etc. Et donc, on est déjà dans un espèce de choix comme ça. Et ensuite, quand on affronte quand on tombe sur une carte, il y a plein de cartes qui nous donnent des choix aussi. Par exemple, les monstres, en fait, là tu en montres un. Ouais. Il faut savoir que le monstre, selon si on l'affronte à 2 ou si on l'affronte seul, ses stats sont différentes. Alors, voilà. Ça reste finalement proportionnel, mais un monstre qui a 24 PV, c'est plus facile de se le faire à 2 finalement que des fois un monstre qui a 12 PV qu'on affronte seul. Justement, ça dépend des personnages, ça dépend. Tu vois, le rogue qui peut faire un gros dégât d'un seul coup, il peut même one-shot un ennemi, mais c'est pas le cas. Donc, en fonction des personnages, il y a déjà plein de choses qui sont possibles. Par ailleurs, tu as les trésors aussi qui offrent des choix aussi à 2 joueurs, genre est-ce que tu veux les faire en mode piège, un piège ou faire le fantôme. Alors, ça fait partie de la complexité du jeu parce qu'on a eu beaucoup de mal sur le premier trésor à savoir ce qu'on devait faire. Parce que sur la carte trésor, en fait, pour bien comprendre, on a 2 pictogrammes quand on joue à 2, un qui représente une carte monstre, merci beaucoup, et un qui représente une carte piège. Et alors là, ça a été compliqué de trouver dans les règles ce qu'on devait faire, parce que pour le coup... D'ailleurs, on l'a improvisé, en fait. C'est ça, le livret de règles n'est pas explicite sur beaucoup de choses, donc c'est un peu à l'appréciation des joueurs. On a peut-être pris une option de facilité de ne choisir à chaque fois qu'une des deux cases, c'est-à-dire ou d'affronter un monstre, ou d'affronter le piège. J'ai l'impression que l'esprit des règles... Peut-être qu'il aurait fallu faire les 2. Alors moi, j'ai l'impression que l'esprit des règles, c'est de toute façon de faire un lancer de dés par carte, en réalité. Sauf les combats où tu as plusieurs lancers de dés parce que c'est une baston. Mais sinon, j'ai l'impression que dans l'esprit des règles, c'est vraiment faire un lancer de dés par carte. Si tu réfléchis, à chaque fois, c'est toujours... soit le lancer de dés, l'action réussie, te permet de faire varier... Ah oui, putain. Il y a 2 types de dés. Il y a les dés blancs, donc les dés des héros...
il y a le dé noir qui est le dé du donjon, c'est le dé des méchants quoi. C'est ça. Plus quand on lance un dé blanc, on doit toujours lancer un dé noir. Enfin, quand on lance un ou plusieurs dés blancs, on doit toujours lancer le dé noir à côté de ces dés blancs. C'est un peu l'équivalent du dé des méchants dans Donjons et Dominos. C'est un dé qui nous indique la hauteur et la puissance des adversaires. Généralement, plus le résultat du dé noir est élevé, plus en fait le donjon est malicieux et bourrin et nous emmerde. Pas toujours, c'est vrai sur les adversaires, mais pas sur les trésors, par exemple. C'est ça qui est perturbant dans ce jeu. Ouais. C'est que, c'est par exemple... on fait un 6 sur un trésor, en fait, on tombe sur un boss, ou alors on est empoisonné. Et par contre, sur d'autres cartes, on fait un 6, on va gagner de l'argent. Ouais. Donc, c'est pas du tout... C'est pas identique selon chaque carte, et c'est un petit côté stressant, parce que des fois, on fait « Ouais, j'ai fait 6 !» Et c'est de la merde, en fait. Et en fait, je suis empoisonné. Génial. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très compliqué. Moi, je trouve quand même que le jeu est compliqué. Rien qu'à voir le temps qu'on a passé le nez dans les règles, et il y a une règle, je sais plus laquelle, on l'a découverte au milieu de la partie. Ouais. C'était sur le dé des adversaires, en fait, simplement. Ouais. Parce qu'on lance le dé noir. Oui, que s'il faisait 1, en fait, il se passait rien. C'est ça, il nous touchait pas. Alors que dès le début de la partie, on a commencé à se dire, bon, bah, chaque tour, on va prendre 2, 3, selon la carte. Sauf qu'il suffit de lancer le dé noir, et comme l'a dit Géraldine, sur le 1, l'adversaire ne nous touche pas. Sur ça, le 6, il ignore totalement notre valeur d'armure. Sur le premier boss qu'on a fait, effectivement, on n'avait pas appliqué ça. On perdait les points de vie à chaque fois, alors qu'au final, effectivement... Parce qu'en soi, les règles sont pas complexes, mais il y a plein de petites choses à savoir. Il y a plein de règles. règles. Sur la première partie... Après, on a quand même une petite fiche explicative qui est bien faite, avec toutes les icônes, les petites les séquences du jeu, la mise en place, etc., le combat, les effets. Ça reprend tous les rappels des pictogrammes, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc c'est le quand mode même de déplacement. Bien fait. Mais après, et puis c'est un jeu qui est... Enfin, nous, on n'a pas tout exploré, parce qu'en fait, les cartes sont rebattues à chaque descente d'étage. Et en fait, nous, on est beaucoup tombés sur les mêmes cartes. Qui sont des cartes cool. Voilà, on est tombé beaucoup quand même sur des cavernes, des trésors, un peu de pièges. On a eu 2 fois le corbeau, qui est une carte un peu spécifique, qui permet de rebattre encore les cartes. Et qui permet de choisir les cartes. Et qui permet de choisir, voilà. Ça a été vital à un moment donné. On était vraiment donc ça nous a vraiment permis de pouvoir avancer sans avoir à tomber sur des pièges ou sur des méchants. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des effets, en fait, on n'a jamais eu à les combattre ou à les faire. Donc, les potions... jamais été empoisonné. Non, par exemple, voilà. Jamais. On a été maudit une fois, on n'a pas eu le temps d'être... L'aveuglement, on l'a pas eu. L'affaiblissement, on l'a pas eu. On a chuté. Par contre, vous avez chuté 2 fois. On a chuté 2 fois. Ouais. Et en fait, chuter, ça veut dire revenir en arrière sur la table de progression du donjon. C'est-à-dire que si on est à l'état, au niveau 4, entre guillemets, à l'étage 2, c'est-à-dire que l'endroit où on doit affronter le boss sur le 2e étage, on remonte au début de l'étage et on doit recommencer la progression sur ce niveau-là. C'est ça. Donc c'est long, c'est fastidieux par moment, mais c'est le pire truc qui nous est arrivé. Ouais. Finalement, donc, bon. on a eu une aventure très à la Kaamelott, en fait. On s'est promené, on a acheté des trucs. On a bouffé. C'était Perceval et Caradoc dans le donjon, quoi. C'est ça. De temps en temps, on a affronté un zombie. Alors que nous, avec Soren, on avait joué juste avant, en fait. Enfin, hier, on a joué à Mini-Rogue, aussi parce que je voulais tester le jeu avant de vous le présenter et être un peu sûr de mes règles. Au final, vous m'avez repris systématiquement. Et systématiquement, on est allé rechercher dans les règles. Et même les règles dont je me souvenais, on les a vérifiées parce que vous me mettiez le doute à chaque fois. Donc au final, ça n'a absolument rien apporté. Par contre, ça m'a apporté un truc, c'est que du coup, nous, on avait joué des donjons qui étaient beaucoup plus difficiles. On a commencé par une salle qui nous a aveuglés direct. Donc on était à l'aveugle quasiment tout le temps, sauf Soren parce qu'il jouait le magicien, donc il a pu se soigner. Donc ça nous a empalé. Après, on s'est pris donc premier truc de 9 cartes. Hein. Je vous dis bien le premier. Hein. On s'est pris il y en a un qui a été empoisonné. C'est Soren qui a été empoisonné. Aveuglement, tu retournes pas les cartes. C'est ça. Tu sais pas. C'est-à-dire que tu te balades dans le donjon sans savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix de est-ce que je vais à gauche ou à droite. Ouais. Parce que c'est ça qu'on n'a pas expliqué effectivement. À part la première salle qu'on est obligé d'affronter, une fois qu'on l'a passé, on révèle les cartes adjacentes sur lesquelles on peut aller et ça permet de décider. Choisit. Ça permet de décider. Alors que là, si t'es aveugle, tu ne choisis plus. Tu te rends compte, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que du coup, t'es obligé en fait de naviguer à vue, de prendre ce qui arrive. Quoi. C'est ne pas avoir la CS Flash dans Pokémon, en fait, c'est un enfer. Alors heureusement, le magicien commence avec un objet
qui te soigne en fait de ta cécité. Donc on a fait que seul lui, en fait finalement lui n'était plus aveugle et que du coup il voyait, donc c'était lui qui choisissait, etc. Parce que sinon moi j'ai joué un guerrier aveugle, j'ai Shiryu dans les Chevaliers du Zodiac, j'étais aveugle pendant tout le donjon, enfin tout le donjon. On a fait 2 trucs de 9 cartes. Donc on a descendu un seul étage seulement. Au 2e étage, on a arrêté. Soren était empoisonné. J'étais maudit, aveugle. Il avait 4 points de vie. J'en avais 6. On s'est dit, bon, on va arrêter les frais. Hein, on va s'arrêter là. donc en fait, on s'est fait défoncer. Et quand je vois le donjon que vous avez eu à côté de ça... Nous, on est presque... Ouais, on aurait pu aller au boss, quoi. Je pense. Mais après, c'est Romaric qui a fait nos donjons. Nous, on n'a rien choisi. C'est vrai. Mais je pense que toi, est-ce que tu as rebattu les cartes à chaque fois que tu descendais avec Soren? Oui, en fait j'ai rebatté les cartes comme vous, exactement. J'ai fait la même. Pas de bol, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte dans les règles, à un moment donné, j'avais vu cette histoire d'écarter les cartes que tu as déjà utilisées. Ça paraît logique en fait. Mais en fait, après non, vérification, c'est pas le cas. Non, mais dans beaucoup de jeux, c'est ce que tu fais. Tu remélanges quand la pile est vide. Et là, pour le coup, statistiquement, t'as quand même pas mal de chances d'avoir ce qu'on a eu, je trouve. Moi, je pense que l'aléatoire du jeu fait partie du charme du jeu. Tu vois, t'as des donjons qui vont être faciles, t'en as qui vont être plus compliqués, et ça fait partie vraiment du truc. C'est comme là, pour le coup, c'est comme dans Donjons et Dominos. Ça, c'est vraiment un truc que tu retrouves aussi dans Donjons et Dominos. Les 2 jeux ont effectivement, je comprends pourquoi on me l'a offert suite à la publication de Donjons et Dominos, parce que vraiment, les 2 jeux ont beaucoup de points communs. Le fait que le donjon soit en procédural, comme les dominos qui apparaissent dans Donjons et Dominos de façon procédurale, le fait que les choix aussi de jeu sont un peu identiques, chaque fois que tu retournes une carte, tu as le choix comme ça de tourner à droite, tourner à gauche, il y a plein de trucs qui se retrouvent, et la gestion des ressources, parce qu'en fait, on le dit ou on le dit pas, mais ces jeux-là, c'est juste de savoir où est-ce que je vais pour avoir les ressources optimales, Totalement. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'ai, voilà, c'est juste un jeu, j'ai presque envie de dire ça ressemble plus à un jeu de gestion. Oui, parce que je pense que, tu vois, là, on n'a pas été jusqu'au boss, mais du coup, j'ai regardé le dernier boss, voilà. En gros, il a 2 phases, et donc il y a quand même 90 points de vie à dégommer, à 2, sachant que à la première partie, on perd 8 points de vie par tour, et on a la malédiction, donc du coup, on peut perdre assez vite. Donc si on n'a pas augmenté au maximum son XP pour avoir 3D, ses PV pour avoir le maximum de points de vie pour commencer ce boss et avoir au moins 2 potions chacun, et le boss est pas facile. Je vois pas comment le faire, voilà, le boss est pas facile à arriver. Là, donc tu te dis, finalement, tu fais pas les étages. Comme on l'a fait forcément en vendant, tu vas chercher de l'XP. Tu vas chercher de l'XP. On n'a pas fait parce qu'on n'y voyait pas l'intérêt. C'est ça. Début. Mais parce que on connaissait pas ce fameux partie. Je crois qu'on s'est rendu compte que, en fait, on a une planche personnage entre guillemets. C'est génial ça. Plein de ça c'est top. Ça permet d'avoir un vrai suivi. Notre valeur d'XP, de PV, on met un petit cube pour voir où on en est. Ouais. Et en fait, sur la valeur d'XP, elle est divisée en 3 niveaux. Et à chaque fois qu'on franchit un palier, donc par exemple à la 6e case, on passe au niveau 2, on lance un jeton personnage en plus. Et on ne le savait pas du tout, donc moi j'ai dépensé ces XP là comme un sauvage au début pour pouvoir relancer des dés ratés. À savoir que pour une XP par exemple, on peut relancer un dé, donc je l'ai fait comme un sauvageon au départ. Alors qu'en fait, si t'arrives vite au niveau 2, t'as vite 2 dés. Et on a beaucoup galéré au début en fait. Ouais. Et en fait, tu vois, je viens de remarquer que si t'arrives au max de tes XP, ça te donne des PV après. Sur les cartes, tu gagnes des XP. Donc en fait, il faut farmer comme un fou, comme dans un jeu. Au final, c'est ça. C'est que nous, on s'est un peu promené, en tuant des sangliers, que ça va marcher. Ouais, c'est ça. Mais en fait, si tu fais des boss sur le premier étage, les boss font pas des gros dégâts et permet quand même d'avoir de l'XP. Donc en fait, il faudrait presque sur le premier étage, on fasse à fond des. En fait, ce qui est rigolo, c'est que vous avez joué en évitant les dangers. C'est ça. C'est que vous avez optimisé vers le plus de trésors avec le moins de dangers possible. Ouais. Et du coup, en termes d'XP, vous avez mis beaucoup de temps à monter. C'est vrai que vous êtes arrivé quasiment à la fin du jeu et vous étiez niveau 2, c'est ça? Ouais. La preuve aussi que le donjon était vraiment très oui, c'est qu'on n'a pas eu d'XP. On a eu le choix aussi d'éviter le combat. Mais en fait, du coup, c'est peut-être pas une chance. Non, c'est ça, c'est ce que je dis. En fait, il aurait fallu que sur les premiers étages, on ait des boss qui nous fassent monter en XP, et après, ça nous aurait permis, effectivement... Parce que là, en voyant le boss de fin... c'est génial. Oui, en voyant le boss de fin, avec les stats qu'on avait, c'était impossible. C'était impossible à faire.
Voilà, donc ça c'est une donnée quand même vachement intéressante. Ouais, je pense. On a eu un donjon facile, on est monté vite, mais on serait mort dès le premier tour c'est ça. sur le On dernier boss. On n'a pas eu de montée en puissance douloureuse, donc je pense que la marche aurait été... Comme quoi, ça valait le coup de regarder le boss de fin, parce que ça explique beaucoup d'éléments de game design du jeu, quoi. Et puis du coup, ça donne envie de recommencer et de réfléchir. Et de jouer différemment, complètement. Mais ça, d'une façon générale, ce jeu, il le fait. Parce que je peux vous jurer que même avec Soren, on était aigris comme des fous et tout. On se dit, putain, mais c'est trop dur. Et en fait, on se dit, la première chose qu'on s'est dit, c'est quand est-ce qu'on rejoue, quoi. Ouais, tu vois, il y a un côté, de toute façon, même si tu tombes sur un donjon hyper hardcore, au final, t'as qu'une seule envie, c'est d'essayer de recommencer. Pour essayer de... Et le jeu est quand même vachement bien équilibré, il y a quand même beaucoup de choix. Alors après, donc je vais rentrer dans la phase critique. Alors non, j'aurais une dernière fois faire l'éloge de cette feuille de personnage. Alors moi, dans Donjons et Domino, j'ai fait une erreur de game design de ouf par rapport à ça. C'est que tu vois, par exemple dans Donjons et Domino, tout ça en fait, toutes ces caractéristiques, donc c'est pas ces mouvements, attaques et PV, etc. Et ben c'est des trucs que tu notes sur la feuille. Donc tu dois les gommer, les noter, les gommer. Et en fait à la fin ta feuille elle est déchirée et déchiquetée. Quand tu finis la campagne, elle ressemble à rien du tout. Et j'avais donc du coup là au lieu de gommer et tout, on n'a pas besoin d'un crayon, on met un marqueur sur le truc et ça c'est vraiment tellement malin. Et j'ai un copain qui m'a fait je crois que c'est Benjamin qui m'a fait en fait une feuille de perso de Donjons et Domino qui fonctionne comme la feuille de perso. Ouais. Et donc Benjamin Le Guyadère, que je salue au passage, il ne s'agit pas d'Arki, qui a fait une feuille de perso. Et je me demande si elle est accessible sur le site, mais en tout cas, maintenant que j'ai joué à ce jeu, je me dis, il faut à tout prix que je rende cette feuille accessible sur le site de Donjons et Domino, parce que vraiment, c'est tellement plus pratique de jouer avec des petits cubes comme ça. C'est très clair, et comme les stats n'arrêtent pas de changer au cours de la partie. Oui, c'est ça. Tu t'en sors c'est facile, pas, quoi. Complètement. Donc il faut que je révise ça, et ça va être l'objet d'une modification du site internet de Donjons et Domino. Ok, donc ça c'est encore un truc à mettre au crédit. Un autre truc à mettre au crédit du jeu que j'ai trouvé formidable, c'est le système des dés de malédiction et de poison. Alors vous les avez pas beaucoup joués parce que vous avez la malédiction vous avez une fois, mais vous. Et mais encore, comme il était prêtre, je pouvais me soigner. C'était en plus à la fin du jeu, donc. Ouais, mais ça c'était la prêtresse. Tu vois, tu t'as beaucoup dit ouais, je sais pas, je suis pas convaincu et tout. Mais nous qui avons énormément subi les poisons et les malédictions, je peux te dire que la prêtresse, elle nous aurait bien été utile avec Soren, parce que nous avec Soren on jouait. Je pense qu'elle a été largement sous-estimée, sous-utilisée aujourd'hui. Mais parce que là, par exemple, tu vois le poison. Alors comment ça marche ? Donc vous avez un dé vert en fait, un dé de poison sur lequel donc vous avez des petites gouttes de poison qui figurent sur le dé. Donc il faut imaginer, il y a 3 faces avec une goutte de poison et 3 faces sans goutte de poison. Quand vous lancez votre dé de héros, chaque fois que vous lancez votre dé de héros, vous lancez le dé vert avec. Et si vous tombez sur la goutte de poison, par exemple là j'ai fait 4 et gouttes de poison en lançant le dé, tu perds un point de vie. Je perds un point de vie. Et ça, je trouve ça génial. Dans les jeux de combat, les jeux tactiques, etc., ou dans les jeux comme ça, je cherchais moi-même un système pour émuler ce poison de Final Fantasy, tu sais, où quand tu prends ton tour, tu perds ton point de vie. Voilà. Tu le fais très bien. Dans Final Fantasy, il y a un truc hyper malin dans FF, c'est le coup de le nombre. Donc chaque tour, chaque fois que le personnage prend son tour, il perd un nombre de points de vie, mais pas n'importe quel nombre. Un nombre égal au 10e de ses points max. Donc s'il a 1000 points de vie, il perd 100 points de vie à chaque fois qu'il prend son tour. S'il en a 1200, il perd 120 points de vie. Et ça, ce système-là, j'ai souvent cherché à l'émuler dans les jeux de rôle, et je n'ai jamais trouvé de système qui me convenait. Et là, je dois dire que ce jeu, Mini Rogue, m'a apporté la solution en fait à ce problème. Un dé en plus que tu ajoutes dans ta pelletée le dé, il y a des mécaniques dans ce jeu que je trouve super élégant. Le fait d'ajouter des dés dans sa pelletée le dé, c'est-à-dire qu'on lance une seule fois ces dés, ouais, c'est ça. Mais on lance plein de dés différents. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire on lance à la fois le dé du méchant, on lance à la fois le dé du poison, par exemple si on est empoisonné, et le dé et les dés d'alliés. Et en fait, on fait en un jet de dés, on résout tout, quoi. Et ça, je trouve ça, pour un jeu de donjon comme ça, je trouve ça hyper élégant. Et je sais pas ce que vous en avez pensé de ça, du fait d'ajouter des dés et tout ça. C'est un côté gratifiant de lancer plein de dés en plus. Et c'est pour ça que les pecs c'est important, tu vois. Non, ouais. À partir du moment où vous aviez 2 dés blancs à lancer, à aucun moment vous avez utilisé vos pecs pour faire des prouesses. Non, c'est vrai, c'était fini, ouais. Vous avez parce qu'en plus on voulait pas perdre ce qu'on avait gagné, donc forcément on réfléchit à 2 fois avant de... Sauf quand on faisait 2 croix après 2-6. Oui, c'est ça. Là on se disait, bon, tant pis, je prends 2 XP pour au moins récupérer mes 2. Parce qu'il faut savoir que si vous faites un 6, donc rappel, le 6 est un dé explosif, donc vous avez le droit de le relancer et d'ajouter son résultat
à 6. Donc si vous avez fait 6, vous lancez, vous faites 3, ça fait 9. Mais sauf si vous faites une croix, auquel cas ça annule. Donc là, quand on fait... Vous l'avez fait ça, hein. Toi, tu as fait un double 6 à un moment donné, Géraldine. Oui. Double croix derrière. Et double croix derrière. Donc là, tu te dis, bon, bah, je relance. Donc là, voilà, j'ai effectué une prouesse Ça vaut le pour coup. pouvoir relancer mes 2 dés. Parce que... Là, pareil, le jeu est hyper bien. Parce que même quand tu rates, t'as toujours un espèce de stop ou c'est encore. Enfin, T'es pas frustré, du coup, tu peux te dire, allez, tant pis, je retenter ta joue et chance. je retente. Ouais. Ouais. Et du coup, tu te dis, bah, si je rate, finalement, c'est que je choisis de rater. Je choisis de ne pas aller suffisamment dans des blessures pour aller au-delà, mais voilà. Il y a plusieurs moments où on a commencé à calculer en se disant est-ce que là ça vaut le coup. Alors, quand on faisait des 3 notamment, est-ce que ça vaut le coup de tenter, sachant qu'on a une chance sur 2 de faire mieux ou de faire pareil, voire pire. Donc, Et puis tu regardes aussi les conséquences. C'est-à-dire que si tu... Par exemple, il y a des moments où tu te dis, mettons, le méchant, il lui reste plus que 6 points de vie. Donc il faut que je fasse 6 sur mon dé blanc pour réussir à le tuer. Si je fais pas 6, bah après je lui donne un tour. Donc si la conséquence c'est qu'il m'inflige 2 points de vie, est-ce que j'ai pas intérêt à relancer ? Il y a un côté stop ou encore, et avec des petits calculs comme ça un peu fins à faire, et au final ça donne une sensation de gameplay pendant les combats qui est vraiment super qui est prenante intéressant. finalement. Ouais. Complètement. Les combats dans le jeu... Des combats intenses. Ouais, les combats ils sont vraiment sympas. Il y a un moment donné où vous vous ennuyez un petit peu parce que vous aviez que des trésors et des trucs. Vous choisissez. C'était terrible. Vous arrivez Terrible comme moment. Vous arrivez sur un trésor. Vous choisissez le fantôme. Ouais, le combat. Et là, c'est la catastrophe. Ouais, c'est la cata. On a eu peur. Le fantôme a failli vous défoncer, quoi. Donc Je sais plus combien il collait. Il collait à coup de 4 par tour. Il nous faisait perdre de. Ça, il nous collait 2 par tour. Puis on perdait un XP. Plus on perdait une expérience à chaque fois. Alors, comme on perdait un XP, on pouvait plus faire de prouesse. Enfin, on était retombé à 0. Du coup, on perdait un dé. Enfin, bon. En fait, étonnamment, il est plus fort quand on est au 2e étage qu'au 3e. Parce qu'en fait, on l'a peut-être pas dit, mais selon l'étage où on se trouve, les ennemis vont évidemment être de plus en plus forts. Et j'ai trouvé, moi, à plusieurs moments, les ennemis du niveau 2 plus punitifs qu'au niveau 3. Par exemple, la première mouche qu'on a affrontée, le premier ennemi qu'on a affronté, c'était une mouche quand même, faut alors le rappeler. Sur les illustrations, parfois, on peut avoir un ver de terre qui est à la fois une mouche, un relou. Ouais. C'est ça. Et la dernière, on n'est pas allé jusque-là. Un loup ou un esprit ancestral. Voilà, sauf que ça ressemble à un gros knacky avec des dents. Ouais. Et du coup, au niveau 2, quand elle nous touche... Non, c'est dans Dune. C'est les vers des sables. J'ai pas encore vu, c'est pour ça. Il faut. Il faut. Et donc, au niveau 2, quand elle nous touche, elle est hyper punitive parce qu'on redescend d'un étage. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que dans la progression, on recule encore d'un point et c'est très très long. Alors qu'au niveau 3, elle nous colle... On n'a plus d'armure. C'est ça, on n'a plus d'armure, mais comme on a galéré à en avoir, mais pareil, ça n'a pas changé grand-chose. Quand on a joué avec Soren, je crois que le bouclier cassé, on s'est dit on perd un point d'armure, quoi. Ce qui est à chaque complètement, coup. ouais, ce qui est complètement punitif. Non. Alors que oui, je pense c'est que ça. là, c'est Alors qu'en horrible. fait, ça ignorait Quand tes on voit points que c'est d'armure. tellement dur à gagner. Ouais. Non, mais ça, après, ça a pas tant joué que ça parce qu'au final, on n'a pas pu aller jusqu'au moment où ça aurait pu jouer puisqu'on est mort au deuxième étage. Parce que l'armure, c'est pareil. Je pense qu'elle sert vraiment sur le boss final. Ouais. Oui, c'est vraiment là où avoir les 4 points d'armure, t'es content, quoi. Il faut se stuffer, ce qu'on n'a totalement pas fait dans notre carme. Et un truc rigolo aussi que je me dis maintenant, c'est qu'en fait la chute qui nous a tant fait chier, où on s'est dit ouais, faut éviter les chutes, etc. Et au final, si tu chutes en niveau 2, tu dis je me restuff un peu. Elle est peut-être pas si mal, oui. Ouais, c'est ça. Parce que par exemple, le marchand, on l'a beaucoup croisé, mais jamais on lui a acheté de l'armure. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, on accumule finalement beaucoup d'or, je trouve, dans la partie. On a accumulé quand même pas mal. Ouais. Et on s'en est servi pas forcément de manière très brillante, quoi, juste pour regagner un point de vie par-ci, un par-là. Alors qu'en fait, en économisant un petit peu, on peut s'acheter de l'armure et ça doit changer à la fin de partie, quand même. Je pense, ouais. Et oui, puis le fait de chuter, tu retombes. Si tu repasses du 2 au 1, tu te dis, allez, je me retape un boss, mais en même temps, ça me permet de refaire des petits monstres, techniquement un peu plus forts. Et puis qui filent de l'XP. C'est ça. En fait, il y a une vraie logique de farm comme dans les jeux vidéo qu'on n'a pas exploité du tout. Ouais. Mais tu vois, le jeu est pour plus de 14 ans et je pense qu'effectivement, parce qu'il il faut vraiment réfléchir, quoi. Il y a une vraie réflexion. Ouais. Une grande complexité. Moi, je trouve, en termes d'émulation d'un jeu de donjon, en dungeon crawler, vraiment, pas tellement roguelike, en fait, c'est marrant.
Mais peut-être que pour les Américains c'est la même chose, j'en sais rien. Mais moi je fais une différence entre le roguelike et le dungeon crawler, et je trouve que il est vraiment bien fait, quoi. Il émule vraiment le Sword and Serpents, ce genre de truc, quoi. Alors effectivement, alors, ce qui est rigolo aussi, c'est la manière dont on en parle. C'est-à-dire que tu vois, tu dis ouais, on a croisé le marchand. Tu dis pas on est tombé sur la carte marchand. Tu dis on a croisé le marchand. Tu vois, il y a dedans. Mais c'est ça, Ouais, ça il faut en parler. Tu vois. Ouais. C'est des jeux, c'est important de se mettre dans l'ambiance, sinon tu lances des dés. Est-ce que tu as, enfin, je pense que se plonger dans l'univers, puis en plus, est-ce que tu as fait un effort pour te mettre dans l'ambiance? Non. En plus, tu nous as mis une petite playlist Donjons Dragons, c'était super. Ça s'émule bien, puis on était. Non, puis les cartes sont assez jolies. Enfin, on se met dedans assez facilement, je trouve quand même. Carrément. Et tu vois, est-ce que c'est pas aussi, comment dire, la grande cohérence du gameplay et des cartes en fait qui fait qu'on est dedans comme ça? Parce que je suis sûr qu'il y a des jeux qui sont vachement bien avec des choix hyper stratégiques et tout, mais qui réussissent pas à te mettre comme ça dans l'ambiance. Est-ce que c'est pas le fait, par exemple, tu retournes les cartes. Les cartes, c'est quoi? C'est des portes. Quand on regarde la carte, c'est quoi qui a dessiné dessus? C'est une porte. Donc évidemment, retourner une carte, c'est ouvrir une porte. Tu vois, ne serait-ce que ça, c'est tellement malin en fait. On n'en parle pas, mais c'est tellement joli, tellement bien. Ensuite, les couloirs, donc on peut imaginer, donc les cartes elles sont 3 par 3 comme ça. Quand on franchir une porte, donc ou aller sur une carte, c'est franchir une étape, c'est voyager d'une carte à une autre. Donc c'est là aussi, tu vois, on est dans la sépulture, et la sépulture va nous amener, on va ouvrir des portes, et tu vois, il y a un côté, je trouve, il y a une espèce d'affordance. Ils ont fait des petits personnages qu'on avance sur les cartes, du coup, c'est pas juste des cartes où c'est un dé qui est dessus ou un petit. Là, ils ont fait. Bon, alors nous, on a joué avec des Lego, donc on a encore poussé le vice un peu plus loin, mais même les jetons de base, je veux dire, c'est une sorcière et puis un petit guerrier, quoi. C'est ça. Ouais. Et là, on a le supplément aussi avec un autre personnage qui s'appelle Bones, apparemment, qui est un personnage mort-vivant. Donc ça apporte encore du... Tu vois, et puis il y a une campagne aussi, du coup, que nous, on n'a pas fait. Ouais. Et c'est quand on joue tout seul, du coup, la campagne Toi, tu sais un peu je crois que tu peux la faire en solo ou en coop, les deux. En coop. Mais j'ai l'impression que c'est plus pour du coop, la campagne. Parce que je crois que tu peux aller... En fonction des personnages, t'as pas la même histoire. Tu vas dans des lieux différents. Il y a plus cette notion d'aléatoire, peut-être. Je crois qu'il y a des trucs qui sont obligatoires, genre t'as des boss un peu obligés, t'apprends leur histoire, si tu les as battus, tu vas aller dans des endroits différents que si tu les as pas battus, etc. D'après ce que j'ai compris en lisant les règles avant-hier soir. Et j'ai pas voulu trop me spoiler, mais j'ai vu en lisant les textes en diagonale qu'il y avait de l'histoire, quoi, qu'on apprenait un petit peu plus ce que c'était l'univers et tout. Donc c'est pas mal parce qu'il y a une autre dimension au jeu, quoi. Ouais, il y a apprendre à jouer comme on a fait et ensuite faire une campagne pour aller plus loin avec du texte que tu dois lire. Donc il y a une vraie dimension donjon dont vous êtes le héros, si j'ose dire. C'est ça. Voilà, et ça c'est quelque chose aussi qu'on trouve dans Donjons et Domino et qui fait que le jeu a il y a un vrai lien de parenté, si j'ose dire, entre les deux jeux. C'est même incroyable, je trouve, mais alors, je pense que pourquoi est-ce que les deux jeux arrivent un petit peu aux mêmes conclusions, c'est que dans les deux cas, on a le même propos, qui est de émuler un roguelike sur table, en fait. Et c'est un univers, le jeu de donjon, c'est un univers qui est tellement quadrillé par tout un tas de fictions, comme Donjons et Dragons, comme HeroQuest, comme effectivement tous les jeux qu'on a cités, Shadowgate, Sword and Serpents et compagnie, tous ces jeux-là, et même les premiers Ultima, les premiers jeux de rôle textuels qu'on trouvait sur les toutes premières machines de jeux vidéo, en fait, c'était déjà des araignées géantes, des rats, des potions de soin. La potion de soin, c'est un truc qui traverse. Même Diablo. Diablo. Tous les jeux, on a ça. Même les jeux plus récents. Oui, et dans Diablo, t'as aussi cette dimension procédurale du donjon. Oui. Ouais, si tu vas dans la caverne. Et puis surtout, après chaque escalier, le donjon est généré par la machine. Chaque joueur de Diablo a un donjon différent dans la forme. Évidemment, après, il y a des récurrences. Mais, donc ça veut dire que même la dimension procédurale de la création du donjon, elle est inhérente aux médias dont il s'inspire, enfin à l'œuvre d'origine dont il s'inspire, le jeu qui est le Dungeon Crawler. Donc toute cette cohérence forte en fait fait converger le joueur et le jeu vers une immersion forte dans un donjon, et voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu disais que on
on s'élève, mais quand on tombe, non, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était la remarque que Ah tu oui, disais? alors en fait, la case entre guillemets de progression, elle a deux faces, un donjon et une tour. Donc nous, on a joué dans le donjon. Alors, je pense que la tour, ça doit être dans le supplément. Ou alors non, c'est peut-être de base dans le jeu. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Darky m'a offert le jeu avec son supplément et en fait la boîte était déjà ouverte. Je pense qu'il avait déjà commencé à plus tester le jeu lui-même et c'est pour ça qu'il me l'a filé après. Et donc du coup je pense que je ne sais pas ce qui fait partie. Tu vois, si ça se trouve il y a des cartes qu'on a utilisées ce soir. Ah oui, et qui n'étaient pas qui étaient dans le prévues supplément. sur la... Bah, j'en sais rien, tu vois. Symbole, souvent il y a un symbole Je en sais plus pas du sur, tout. Mais là tu vois mini rock dieux anciens, j'ai l'impression qu'il y a Ah oui, t'as les cartes. Ouais. En général sur le symbole d'extension, il y a un petit symbole, je veux dire, sur les cartes d'extension. Bah écoute, Là, je vais j'ai regarder. pas pu en voir. Ah si, tiens, le voilà. C'est un petit triangle jaune. Ouais, donc voilà, donc on a Ouais. vraiment joué avec le jeu Donc de on a base, vraiment hein, joué avec parce le que jeu de j'ai base. vu aucune T'as carte vu, il y a le avec, nécromancien et tout. Oh, ça a l'air d'être un truc mort-vivant. Ce qui est rigolo, c'est que tu vois, là aussi, il fait le choix d'un nécromancien dans dans le supplément de son jeu. C'est un roguelike. Et ben, figurez-vous que Hero Quest, le jeu qui est ressorti là récemment, qui a levé des fonds faramineux, etc. Le nouveau Hero Quest a aussi un supplément et c'est aussi un nécromancien. Comme quoi, vraiment, ça reprend des grands classiques en fait. Mais oui. Tu vois, tout à l'heure, tu as cité plein de jeux. Moi, il y a un jeu de donjon dont je suis très fan qui s'appelle Descente. Alors, il n'y a pas de notion d'aléatoire, mais c'est exactement les mêmes C'est quoi? ennemis. C'est un jeu vidéo ou un jeu Non, de c'est un jeu de ro- société, que je te montrerai un jour si tu veux. Ah bah, à fond. C'est il y a même principe, il y a plein de héros, sauf que là on avance dans un donjon qui est matérialisé en 3D et enfin avec un plateau et c'est les mêmes monstres. On affronte des squelettes, des trolls, des géants, des araignées, des loups-garous. Mais là, je me demande Très si tu classique, peux pas mais c'est toujours choisir efficace. au début lequel tu vas jouer. Ah, est-ce que tu peux choisir entre la tour et... Bah, parce que c'est pas du tout fait pareil en fait. Effectivement, le donjon, on descend, on a un boss. Là, en fait, les deux premiers, on a un boss à la deuxième c'est partie, inversé, un boss quasiment. à la quatrième partie, etc. Alors que là, on monte déjà. Mhm. Et on a, tu vois, un boss à la troisième partie, à la cinquième. C'est pas fait exactement pareil. Donc en fait, on peut peut-être se stuffer différemment. La récurrence des boss est Et différente. on ne chute oui. pas dans la tour. En fait, j'ai pris le donjon là parce que dans l'exemple, on ne chute pas Très dans la bien, tour. ça de ne pas chuter On dans ne la tour. chute pas dans la tour. Ce qui est pas c'est logique parce écrit, qu'on monte ok. en fait. Dans la tour, on monte, donc on pourrait tomber. On pourrait chuter. Alors que dans le donjon, Ah, mais attendez. on descend. Ça, est-ce que c'est pas justement une preuve qu'ils ont considéré que la chute était un avantage? Ah, pour le... Et c'est pour Ah, ça qu'on c'est a pour peut-être ça. plus de Parce boss, des boss plus vite Voilà. dans le donjon. Parce que là, tu vois, par exemple, moi, pourquoi est-ce que je vous ai mis le donjon? Parce que c'était l'exemple qui était dans la base. Dans la base La du mise en jeu, en place. fait, dans la Premier mise en niveau, place, finalement. ils disent que Mm. c'est le premier Ah, niveau. donc le donjon est peut-être plus facile que la tour en Ouais. fait. Bah, parce Si que on- tu si peux on chuter sert et du coup correctement, recommencer. Voilà, le fait c'est de ça. recommencer un niveau. Ouais. Et du coup, après, tu as un autre niveau avec Donc, la ouais, tour. faut pas voir la chute comme Où une là, punition. où là, tu peux pas chuter, mais du coup, bah, les boss sont Ah, c'est à intéressant, des en fait. moments différents. Non, mais c'est du En fait, point de vue c'est- du game design, il y a plein de trucs. Ouais. Vas-y, François. Non, parce que je fais beaucoup parler avec les jeux vidéo parce que ça me fait vraiment penser à des jeux comme Dark Souls Et normal, et c'est ce genre normal. de choses. Moi, on parlait d'immersion, moi ça m'a totalement fait penser à ça par moment. Ouais. Et en fait, c'est exactement de progresser dans une zone, arriver à un endroit où on est encore un peu trop faible, revenir en arrière et faire des allers-retours comme ça jusqu'à devenir meilleur et Ouais, pour apprendre, et en fait. progresser Ouais. tranquillement. Il y a du loot, quoi. Enfin, il y a un côté loot. Ouais, c'est ça. Oui, il si, y a- bah complètement. Il y a un côté trésor à ouvrir et Faire des pecs. C'est ça. Ouais, non, mais c'est clair. il y a un le côté de jeu farm est qui est très hyper, impressionnant en fait. hyper bien fait de ce côté-là. Bon, moi, j'ai une critique vraiment, mais alors, est-ce que vous en avez déjà beaucoup fait des jeux à picto comme ça? Avec autant de pictos. Autant non. Je crois que c'est Antoine Bozat qui aime bien ça, les pictos aussi, hein, le créateur. Je sais pas si vous avez déjà Ah, joué à des jeux de société d'Antoine Bozat. Encore peut-être, Il me mais semble bien je que c'est lui suis qui aime bien ça aussi. pas très Et calé moi, sur les noms d'auteurs. moi, je trouve que le picto, c'est à double tranchant. Hein. C'est... Bah, en fait, là c'est compliqué. Il y a des jeux où c'est extrêmement bien fait, comme Seven Wonders, où il n'y en a pas beaucoup. Et Seven Wonders, un jeu d'Antoine Bozat, je crois. Pardon? Seven Wonders, c'est un jeu d'Antoine Bozat, non? Ah, je sais pas du tout. Alors, Je attends, pourrais vite, pas il me faut un te téléphone. dire. Faut qu'on vérifie tout ça. Attends, Il me semble bien. Attends, je vais chercher le mien. Tac. Comme ça, je vais te laisser. Ah bah oui, super. Faut qu'on vérifie ça, parce que ça c'est important, parce que il me semble que c'est lui qui a une théorie là-dessus, quoi. Enfin, tu vois, qui est en mode. Tac. Mais ça Vas-y. serait possible parce que le jeu ne fonctionne qu'avec des pictogrammes finalement. D'accord. Et quelques chiffres pour les points de victoire, ce genre de choses. Mais il y en a pas beaucoup. Ils sont très compréhensibles très rapidement. En 10 minutes, on a cerné le jeu. Antoine Bozat.
C'est bien un jeu d'Antoine Voilà, Bozat, donc c'est lui, je pense. Tu es très fort. Mais j'adore Antoine Bozat en fait. Mais Ce là, qui est marrant, c'est que là, c'est la première fois que je joue à un jeu avec Picto et que ça me dérange autant. Mais là, effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a Et beaucoup. certains qui se ressemblent. On a parlé des coffres Oui. tout à l'heure qui donnaient piège ou ennemi. Et en fait, on a dû se rapprocher de la carte, vraiment regarder attentivement pour voir ce que c'était. Est-ce qu'on a juste une petite tache rouge de loin? Il faut vraiment se rapprocher, voir s'il y a une tête de mort ou un pic. Ça aurait mérité d'être amélioré un petit peu. Oui, puis alors il y a un picto pour dire ce qu'est la carte, il y a un picto pour dire ce que fait la carte, il y a un picto pour dire combien on doit mettre sur le dé pour pouvoir avoir ou pas la carte. Si Il y a tu joues un- tout seul ou à deux, Si on joue tout seul ou à deux, c'est pas les mêmes pictos. Donc c'est vrai et que il y en ouais. a qui se ressemblent énormément. Il y en a un, c'est la pièce d'or ou l'objet. Enfin, c'est... Après, c'est Ah ouais, la aussi, pièce d'or et c'est l'objet. aussi ce qui fait la force du jeu, c'est que bah, du coup, grâce à tous ces pictos, eh ben, il y a énormément de choses qui peuvent être faites et ça apporte quand même. Ouais, parce que c'est grâce au Picto, par exemple, qu'on peut avoir sur une même carte un monstre qui a différents niveaux en fonction du niveau de C'est où ça, on est. ça évite Voilà. d'avoir un paquet de cartes, paquet de texte, ouais. un Ouais. paquet faramineux de C'est cartes avec ce boss là c'est niveau 1, ce boss là c'est niveau 2. Non, là on prend n'importe quel boss et il passe. Et on sait tout de Peu importe suite, le voilà, niveau. on sait tout de suite en 4 lignes, en gros, sur chaque ligne, il y a si on joue tout seul ou si on joue à deux, combien il a de points de vie, suivant l'étage où on est, et puis les dégâts qu'il donne, les récompenses qu'il donne. Mais est-ce qu'on pouvait pas imaginer une solution intermédiaire? Je suis désolé, hein, mais moi les Pictos, là sur ce jeu-là, ça m'a un peu sorti de l'immersion, tu vois. Justement, c'est le truc, tu vois, le jeu est très à fort dense, etc. Il y a aucun problème. Est-ce qu'on n'aurait pas imaginé une solution intermédiaire qui est sur le premier étage, qui est, je suis désolé, mais l'étage qui est en fait tutoriel, c'est écrit. Tu vois, par exemple, Ah oui. imagine, tu vois, tu Ça prends le t'explique. monstre que j'ai en face de moi, le protecteur du roi. Donc, on nous dit au niveau 1, si vous êtes un joueur, il a 12 points de vie. Si vous êtes à 2, il en a 24. Lorsqu'il vous inflige des dégâts, donc il vous inflige 2 blessures indépendamment du nombre de votre classe d'armure. Il le fait gagner plus de pex et plus de pièces d'or, du coup. Non, c'est des potions. Tu vois, déjà, même là au podcast, je suis désolé, j'arrive pas à lire. Ah, les donc en pitons. fait, c'est même pas la potion, ça, j'ai l'impression C'est que c'est quoi un objet. C'est un Parce objet, que la en potion, fait. c'est un petit. Voilà, donc c'est typiquement le problème du jeu. Voilà. Parce que là, tu vois, c'est non, non, une, c'est c'est ça, une les pièce pièces en d'or. or avec une coupe. Ça, c'est Et une pièce les d'or. pièces d'or, elles ont. C'est juste des Donc cercles. oui, il te donne un des objet, cercles le protecteur du roi. On l'a pas joué comme ça. Bah là, on a gagné de l'argent. On a gagné On a- non, on celui a de pris de des pièces l'argent. d'or. Mais attends, En fait, un c'est des objets, en parce fait. que j'ai pas trouvé. Ah, c'est la bénédiction, non? Ah, une eau bénite. Ah, donc il donne une eau bénite. Tu vois On l'a pas du tout fait Et comme non, ça. C'est on a- ça, on en a fait, fait il une- donne une on- potion. Voilà, et on s'est donné quoi? On s'est donné une pièce Une d'or. pièce d'or, ouais. Ce qui a rien à voir. Voilà, ce qui n'a rien à voir. Alors, donc tu vois, ça déjà, voilà, bah tiens, bah, je suis tombé sur le bon parce que c'est Ouais. exactement le genre de problème qu'on a eu toute la soirée en fait. Ouais. Tu vois, toute la soirée. C'est parce que aussi les couleurs, enfin c'est vrai que par exemple le piège et le fantôme sont tous les deux sur un rond rouge. Il y en a un c'est des petits pics et il y en a un il y a un mini fantôme. Mais c'est vrai que les pictos sont tellement petits que du coup il faut bien regarder la carte. Alors, Regarde. c'est même pas l'eau bénite, le protecteur du roi. C'est un trésor qu'il te donne. C'est un Si trésor, regardez, ok. si vous- Ah. C'est les mêmes couleurs, encore une fois. Hein. Mais là, on a une carte trésor sous les yeux. Et en haut à gauche, donc, Ah, t'as un pictogramme d'accord. qui indique si la carte est un monstre, un objet, etc. Et en fait, Ah oui, Le rond. il y a le petit. avec la coupe en or au milieu, c'est un trésor. Et Ah, il donc, le garde un protecteur. Donc, en fait, trésor. tous les boss, hein, apparemment, font gagner des trésors. Donc, pas de l'eau bénite, pas de l'argent. Un trésor, d'accord. Donc, ouais, Ah, donc en fait, on s'est complètement planté là aussi. on a fait n'importe quoi. Ouais, mais oui, mais tu vois. C'est une ça- belle critique en live, au moins. Ouais, mais attends, parce que je veux pas dire, mais moi j'avais déjà joué à ce jeu. C'est-à-dire que ça fait 2 parties qu'on fait et on découvre encore des Ouais, trucs des comme choses. ça. Faut dire que là, faut se rapprocher. En même temps pour C'est voir, quand même un peu chaud, tu vois. Parce que là, du coup, je vous l'aurais dit, tu vois. Mais non, j'avais même pas vu. Ouais, ouais. Et vous l'avez pas vu non plus. Non plus, non. Non, Ça bah, fait c'est- quand même 4 regards différents. C'est tu là vois. parce qu'on se penche attentivement sur la carte, au C'est final. ça. hein. Donc Ouais, voilà, C'est vicieux. c'est très vicieux. Tu vois, par exemple, tu prends l'icône de cœur. Il y a cœur plus, ça veut dire plus 6 points de vie. Cœur avec un chiffre dedans, c'est cœur avec le nombre de points de vie qui est indiqué. Et t'as un autre cœur qui est sans rien du tout dedans. Voilà, t'as plein de pictos qui se ressemblent. Donc, Oui, c'est ça. bon, C'est qu'il a pris les mêmes pictos et suivant Et si c'est que, dans un rond, si franchement, c'est pas C'est dans vrai que un rond. ça etc. paraît logique quand on l'explique, mais c'est tellement petit. un dessin moins gros, des illustrations. Regarde par exemple le corbeau. Le dessin il est moins grand, il y a plus de boîtes de texte.
c'est pas gênant. C'est Un pas dessin, très- franchement, moins grand. Oui, c'est ça. Avec enfin, la première ligne du premier étage, c'est-à-dire que quand tu l'affrontes niveau 1, une petite explication, juste un texte à la Magic, je veux dire, qui te dit « Je suis désolé, mais... » Et après, pour l'étage 2 et 3, le même pictos. truc, mais avec des pictos. C'est Ouais. ça. Tu vois, Et tu tu- changes les pictogrammes par contre, parce que là, pour le trésor, tu fais un petit coffre. C'est beaucoup plus simple. Donc, oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est. C'est d'un vrai. coup Non, d'œil, mais on c'est aurait vrai. vu la D'un coup différence d'œil. entre un Ouais, ouais. rectangle Je et suis un rond d'accord. avec un petit symbole Ouais. pas très visible dedans. Donc là, il y a peut-être eu aussi des contraintes éditoriales qu'on ne connaît pas, tu vois, sur la nature des pictos, ce qu'ils pouvaient faire. Parce que tous ces trucs-là, comme ça, moi je connais ça par cœur. Il y a des histoires éditoriales, des histoires de droit sur des icônes. Ah oui. Ouais, non, Mm. mais c'est du bordel. Hein. Donc faut pas croire, hein, c'est compliqué tout ça. Donc, ou alors c'est un choix esthétique. Le mec a dit non, je veux un truc cohérent de bout en bout et tout, je veux un jeu picto. Voilà, parce que je sais qu'il y a des aficionados des pictos qui pensent que le picto c'est vraiment le truc, tu vois, ultime du jeu de société. Tu vois, résumer une règle en un picto. Antoine Boza, c'est quelqu'un, en tout cas, qui pense que le picto, c'est l'avenir, tu vois, presque du jeu de société, au sens où c'est le résumé de la règle en un. Il a pas tort, parce que ça passe la barrière de la langue en fait. Là, c'est ça. à part quelques cartes, tu prends n'importe quel boss, n'importe C'est quel, l'argument. Tu joues avec quelqu'un ici qui parlerait pas français, bah, C'est Il vraiment, comprend. il peut jouer, il comprend. C'est l'argument. C'est l'argument central des pictofans. C'est vraiment l'argument central des pictofans. Et je comprends cet argument. Et l'argument aussi, il est commercial. Le jour où quelqu'un réussira à faire un jeu picto où toutes les cartes sont avec des pictos et des chiffres, eh ben, il n'a pas besoin d'imprimer des stocks de cartes différentes pour chaque pays. Ouais, c'est vrai. Oui. Et ça existe d'ailleurs. Et donc voilà, non, je suis sûr que ça Parler de existe. Seven Wonders, c'est totalement ça. T'as pas une ligne de texte sur les cartes. Hein. Et voilà. Les cartes, les tablettes, peu importe le pays, je suis prêt à parier qu'à part le livret de règles. Alors après, c'est- moi, c'est est-ce les que mêmes. c'est parce que je suis dyslexique? Est-ce que la dyslexie peut expliquer? Et moi, le picto, par exemple, quand je vois des pictos, ça ne me parle pas. Mm. C'est comme si tu me mettais du chinois sur une carte. Et tu me dis, vas-y, comprends ça. Le symbolisme de cette manière-là, à part, tu vois, tu prends, même dans Magic, tout est expliqué. Moi, je joue à des jeux où tout est expliqué. Même les résumés en symboles, ils sont expliqués. Hein. Oui. À part le symbole engagement et les 5 Parce symboles de qu'il mana. est connu depuis c'est effectivement des années, mais oui. Je- Et encore, c'est jusqu'à il y a très peu de temps. Pour le symbole engagé, Oui, très peu de temps ou qu'il très peu de temps. est pu expliquer. Enfin, très peu de temps. Il est. À l'échelle du jeu, ça fait pas Ouais. très longtemps. Ouais, quelques c'est années, sûr, pas c'est plus. sûr. Parce qu'avant, c'était tape tout. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est. Ouais. Donc, ça pose question quand même, cette histoire de picto, moi, je trouve. Mais ok, il y a apparemment. Et alors, il y a autre chose aussi, c'est que je trouve qu'il y a des gens qui sont habitués maintenant à jouer avec des pictos. Et en fait, pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas cette habitude-là, je pense que c'est un truc d'expert, en fait. Et d'ailleurs, Nuts, c'est Nuts Expert, le truc de mini-rogue, là. Il est classé, je pense que Nuts, ils ont des... regardez, sous le truc, Ah oui, ok. Ah oui. c'est écrit Effectivement. expert. Et donc je pense qu'ils ont... on a oublié de dire que c'était un jeu de Pablo Di Stefano et de Gabriel Gendron. Putain, on n'a même pas cité. Mais bon, c'est dans le titre de l'épisode. mais voilà, j'ai oublié de citer les auteurs du jeu. Mais voilà, en tout cas, le picto, ben ouais, j'ai des doutes C'est à la là-dessus. fois le point fort et le défaut du jeu. Ben, Parce que ça évite aussi d'avoir des cartes avec des lignes de texte bah oui. à rallonge comme on peut avoir sur d'autres jeux de cartes. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la feuille, là, Géraldine là, tu regardais? Non, ça, c'est quoi, ça? Des trucs, là, avec les Eh flèches ben, là je sais pas ce que c'est, justement. Je sais pas, mais je pense que c'est pour la campagne. Parce que D'accord. c'est des symboles qu'on a Parce que pas nous, vu, on qui n'a n'existent pas pas, sur les cartes. on n'a pas du tout utilisé ça. Et il y a exploration, survie, combat Alors, et je sais relique. qu'il y a des règles supplémentaires, Ah, effectivement. ouais, il y a une notion de chapitre. Donc, je pense que c'est pour la campagne que Ouais, c'est c'est pour la utilisé. campagne. Ouais. Donc, rang 1, ça nous donne des choses en plus, en fait. Une Alors, fois par zone, vous pouvez révéler une porte. En Après, fait- il y a survivaliste et résolu. C'est suivant ce qu'on Ça choisit. ressemble à des classes que tu fais évoluer, comme je vais y revenir Je pense, beaucoup, hein, ouais. désolé, mais comme dans un jeu vidéo, on choisit de se spécialiser dans certains jeux de rôle, dans certains RPG, pardon. Et là, ça ressemble à ça. On peut améliorer qu'on choisit- un arbre de compétences, en Ouais. fait, et On choisit Par si on exemple, devient adroit, survivaliste ou résolu. c'est ça, et on ensuite, avance quand un par on monte, un voilà. selon l'arborescence Ouais. qu'on choisit.
Par exemple, on a survivaliste, puis chasseur, puis guérisseur. Et là encore, c'est marqué utiliser un dé pour garder le compte parce que c'est des petits. C'est des points de compétence, c'est des en fait, points de simplement. compétence, C'est des points ouais. de compétence qu'on n'utilise pas. Donc ça permet d'augmenter encore les compétences de son C'est personnage. ça, En c'est-à-dire fait. que rang 1, Mais ça là, coûte un point de clairement, compétence. c'est pour rang une 2, campagne 2, parce que c'est pour un jeu qui est beaucoup plus long que ce qu'on a fait, quoi. Oui, là, ça s'inscrit sur une longue partie. Euh, C'est intéressant effectivement, cette partie-là, ça doit vraiment changer la façon de jouer. La je pense façon que de jouer, le mode campagne, il est ouf, mais je pense que de toute façon, il est réservé. Et c'est ça qui est rigolo d'ailleurs, c'est que je pense qu'il est réservé à des gens qui connaissent déjà bien les mécaniques Le du jeu. jeu. Ah oui, clairement. Ouais, c'est sûr. Je suis désolé, hein, mais moi, le jeu, il me met en surcharge cognitive très 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 vite. Hein. Les choix que tu dois choisir entre différentes directions, en fonction des statistiques que tu as sur ton dé, tu vas choisir telle ou telle autre. En plus, chaque personnage a 2 caractéristiques, plus tous les choix d'investissement des ressources, de machin. Donc, il faut être habitué pour bien jouer, je pense. Ouais. ouais, je pense que c'est un jeu qui se bonifie aussi avec l'expérience des joueurs et joueuses autour de la table. Et pour le coup, je pense que la campagne qui rajoute de l'histoire et des choix de jeu, tu peux juste pas la faire dès le premier. Pas le début, non. Ouais, je pense pas. Quelques non plus, parties. non. Ou alors, ça direct, au final, ça t'as plus envie, quoi. Et ça peut enlever toute la sympathie du jeu qu'on a pu avoir, nous, à le découvrir, quoi. Et c'est là qu'il y a un petit choix qui est quand même différent par rapport à Donjons et Dominos, c'est que dans Donjons et Dominos, la campagne fait vraiment partie intégrante de l'expérience du jeu dès le départ. Tu dois jouer avec la campagne, ça n'a pas trop de sens de jouer sans. On sent que c'est un jeu d'abord de société, enfin je sais pas comment dire celui-là, et ensuite éventuellement on peut y ajouter une couche narrative. Là où Donjons et Dominos est tout de suite beaucoup plus pensé pour aller vers Donjons et Dragons ou ce type de choses. Oui, que là c'est un jeu, tu peux y jouer en, allez, je vais pas dire 20 minutes, mais une petite C'est heure marqué comme 30 ça. minutes, sans... et 30 minutes, par contre, je sais pas comment ils font parce que. Là, faut connaître les règles. Alors voilà, c'est ça. Parce que... Est-ce que même en connaissant les règles, justement, tu fais. Ouais, 30 Ah, minutes, je tu pense vois. pour tout faire, je sais pas. Ça me paraît quand En même, montant pour monter tes pecs et tout. Après, ça machin. serait pas le premier jeu Je sais qui n'est pas. pas très fiable sur le temps Le temps. de partie. Mais en fait, le problème du temps, c'est que c'est le temps de quoi? Est-ce que c'est le temps de la première partie? Non. Est-ce que c'est le temps clairement. d'un étage? Est-ce que c'est Ah le oui. temps? Ah oui, c'est Pour ça. moi, c'est Ah oui, le temps d'un premier boss. Pour moi, ils indiquent le temps de la partie complète. Normalement, oui. Du moment où tu démarres, une fois que tu as mis en place le jeu, au moment où tu es censé avoir Mais pas pour la terminé le campagne. jeu. Est-ce du que coup. c'est en Ah mode non. campagne le temps de Après, du premier scénar? Apparemment, la campagne se divise par chapitre. Donc, peut-être que ton chapitre dure une demi-heure. Voilà, c'est ça. Ouais, On ne sait pas en fait. Et Mm. moi, ça, c'est une question que je me suis très 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 souvent posée pour mes propres jeux. Quel temps j'affiche? Est-ce que j'affiche le temps de la partie après ou avant explication des règles? Oui. Après ou avant la première partie? Et en fait, on ne sait pas avec ce fichu picto. Non, Il nous énerve aussi, celui-là. mensonger. Mets un plus ou moins devant et puis c'est bon. non, mais en fait, Entre voilà. 10 et 3 heures, c'est bien. Entre 10 minutes et 3 heures, c'est bon. Et puis en plus, on est tenté en tant qu'éditeur, de plus en plus aujourd'hui. De pas mettre trop long. Bah ouais, on en parlait lors d'un précédent podcast, mais Ouais. plus ça va et plus on va vers des jeux courts. Et donc plus tu affiches en fait un temps court, plus tu as de chances de toucher un large public. Ouais. C'est ça. Donc tout ça pose question aussi vrai sur le... La question du temps, c'est toujours délicat. Je me souviens d'un jeu de cartes comme ça de société sur Game of Thrones, pour pas le citer, où j'avais joué. Je crois que la boîte indiquait 1h30. On a joué à 4, sans mentir, on a joué 7 heures pour finir la partie. Ouais, On n'en c'est pouvait pas- plus. C'est pas étonnant. Puis ça dépend des gens avec qui tu joues, du temps de réflexion, de l'importance qu'ils donnent à chaque Il action. y a des gens très stratèges qui en plus prennent n'importe quel jeu très à cœur Ouais. et qui peuvent vraiment Qui tout peuvent vraiment peser. prendre du temps. Donc c'est très compliqué cette évaluation du temps. Je sais pas si elle est vraiment pertinente au final. Tu vois, il faudrait peut-être trouver un autre mode d'évaluation. Tu vois, je sais pas. C'est très très compliqué. Globalement, le jeu. Donc votre verdict. Et ben un bon jeu. Moi j'ai Ouais. trouvé ça très T'as sympathique. envie d'y retourner là Ouais, direct? j'ai envie d'y retourner et j'ai même envie d'essayer la campagne parce que justement ça donne envie, je trouve, d'aller explorer un peu plus et de passer un peu plus de temps dessus pour découvrir ce que ça peut donner. Même si on connaît du coup maintenant les cartes et tout, justement, de voir comment on peut les utiliser Ça autrement. va même rendre la partie plus fluide. En fait. Ouais, c'est ce qui est ça. plus intéressant. Ouais. Je trouve que c'est là qu'on apprécie vraiment plus un jeu, une société ou autre.
une fois qu'on connaît les règles, qu'on les Qu'on a maîtrise, compris. on prend vraiment là le plaisir à jouer. Parce qu'on enfile en fait. On n'a Ouais, plus le temps. On exactement. n'est plus attends, c'est page 3 la règle sur C'est ça. tel dé. Alors ça fait quoi Parce qu'il y a 2-3 moments où on a un peu tous soupiré autour de la table en se disant mais attends, le trésor, comment on le gère? Une fois que tu sais, bah tant pis. Et c'est là que tu prends du plaisir à dégommer du gobelin. Mais je vais même te dire un truc un peu étrange par rapport à tout ce qu'on a dit avant, mais c'est que les fautes de règles qu'on a commises au cours des précédentes parties vont nous pousser à rejouer. Oui. Ouais. Parce que là, tu vois, par exemple, on a envie de tester, de voir ce que ça fait que de battre un boss, gagner un trésor au lieu de gagner. T'as tu envie vois. de te mesurer vraiment au jeu. Ouais, Pas- c'est ça. Et c'est Pas ça. la vision que t'en as eu. Et tu vois, par exemple, avec Soren, dès le départ, on s'est rendu compte qu'on avait fait quelques erreurs sur le premier étage et on s'est dit, bah, on a envie de recommencer, tu vois. Enfin, donc, il y a un côté aussi, le jeu te rend. Il y a un côté aussi addictif au fait de toujours apprendre quelque chose quand tu ressors les cartes et que tu ressors le jeu, quoi, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment bien trouvé. Bah, moi, je voulais à tout prix le tester, en tout cas, pour la cellule, parce que c'est un jeu d'exploration de donjons et que le jeu de rôle, le sempiternel jeu de rôle qui sert de référence à tout le monde, c'est Donjons et Dragons, et donc qui est censé être justement un roguelike ou quoi. Et en fait, je trouve que par exemple, tu vois, des jeux comme ça font beaucoup mieux du roguelike que quelque chose comme Donjons et Dragons. Alors après, il n'y a pas de rôle là. On est d'accord que c'est pas un jeu de rôle. Non. Bah, on a un rôle quand même. Mais, C'est un jeu effectivement, à rôle, éventuellement, Voilà, l'influence. c'est ça. Ouais, Pas Et un l'histoire. ouais Non, pas l'histoire. Bah, après, dans la campagne, peut-être. En Oui, fonction peut-être. des- Qu'est-ce qu'il des- faudra des choses ajouter pour en scénaristiques. faire un jeu de rôle selon vous? Des enjeux. Je pense qu'il faudrait que la fiction ait un impact sur les cartes. Oui, qu'on tourne, c'est par ça. exemple. Mais parce justement, il faudrait voir la campagne, ce que Là, ça on donne. a un peu joué style en mode arcade en fait. Oui. Donc, Ouais. sans histoire, juste il y a un boss, faut le poutrer. Et c'est important que ça existe, ça. Parce qu'il y a Bah, des gens qui sont complètement allergiques Mm, au fait de raconter une histoire. Bah, c'est que ça rallonge le temps de la partie où tu dois te dire bon bah je m'inscris dans le temps sur une partie, donc toutes les semaines il faut jouer un petit peu pour. Il y a une contrainte. Mais là, il y a qui les deux peut déranger. possibilités, du coup, parce qu'il y a le jeu rapide, comme on a fait nous, Ah, c'est et un- tu as la campagne derrière, où là, tu peux vraiment, je pense, y passer du temps. Ah, c'est un avec, très bon compromis. Ouais. Ah, il a plein d'atouts quand même. hein. Ouais, je pense. hein. Ah, il y a énormément d'atouts. Et il prend pas de place. Ouais, il est tout petit. Enfin, petit qu'un livre. ouais, c'est un jeu remarquable. Je trouve qu'il fait très très bien ce qu'il veut faire. Le matériel est très joli parce que souvent on a fait les remarques que par exemple Donjons et Domino c'est du matériel pourrave, les dessins sont moches. C'était aussi l'un des parties pré-esthétiques du jeu évidemment. Mais voilà, là on a totalement l'inverse quoi. On a un Ouais. jeu qui est bien. Et les dessins sont très simplistes en plus étonnamment. Ouais. Mais ça marche. Enfin, il y a pas de Oui, détails c'est ça. superflus. Ouais. C'est- Ils sont très c'est- stylisés, en fait, C'est les dessins. efficace en fait. Et là, pareil, tu vois, ça fait penser à Andy Warhol. Enfin, ça me fait penser à des œuvres où, en fait, le canon esthétique est tellement connu, en fait, que tu as besoin de dessiner que quelques traits ou quelques C'est images, ça. quelques couleurs, pour qu'on comprenne que c'est un trésor, une porte, un piège, un truc comme ça. Parce que le roguelike, ça devient tellement une culture à part entière, en fait, cette exploration de donjon, ce dungeon crawler, que du coup, le moindre symbole immédiatement te marque. Et c'est fascinant. Fascinant. Bah, merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on a oublié de dire, que vous vouliez ajouter? Je pense pas. On a parlé des pièges, des marchands. Alors, si, les marchands, justement, il y a quelque chose qui est très sympa, c'est que dans tous les jeux vidéo, désolé, j'y reviens, mais Ouais. on rencontre des marchands, on achète du matériel, on en vend. Bah, je bien crois que c'est fait. un des rares jeux Ouais. en fait auxquels j'ai joué où on peut vendre ses armures, ses potions contre de l'argent forcément Ou des points de vie. et réinvestir cet argent dans Et- des points de vie et autres. Et j'ai beau chercher, C'est vachement bien fait, en fait. j'ai ça. pas joué Ouais. à Jeu. beaucoup de jeux de société qui permettent ça. À part des jeux beaucoup plus poussés, style, enfin des gros jeux de plateau. J'ai pas joué à HeroQuest, mais j'imagine que c'est peut-être le cas. Mais descendre c'est par entre- exemple à cette mécanique-là où tu peux vendre des objets. Mais en jeu de cartes comme ça, j'ai jamais vu ça encore. Non, puis en fait, dans HeroQuest, c'est entre chaque donjon, je crois. T'as pas une salle dans laquelle tu rencontres un marchand D'accord, et ah oui, machin. donc c'est encore différent. Il y a un corps en fait qui est donné, je trouve, au donjon de mini rogue, qui est génial. Tu franchis un corridor, tu ouvres une porte, tu t'attends à tomber sur une sépulture ou je sais pas quoi, et il y a un marchand qui est là. qui est là. Oui, mais il y a un côté jeu Ouais. vidéo, tu Ouais, vois c'est vraiment. C'est ça. Mais vraiment. Et à un moment donné, Et vous c'est pour situez- ça que tu te prends au jeu d'ouvrir les portes.
et que exactement. tu rentres dedans. Parce que justement, tu dis qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce C'est qu'on ça. va avoir un boss? Est-ce qu'on va avoir le marchand, justement? On se dit chouette. Donc, ouais, vraiment, ça Là, aide. Tu vois, Il y a une bah, petite excitation à chaque Oui. ouverture. alors c'est, il y a je sais pas si vous connaissez l'émission Merci Dorian, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est un gars, Dorian Chandelier, qui est d'ailleurs venu quelques fois à la cellule avec nous, qui analyse en fait les jeux vidéo et qui a une émission qui s'appelle Merci Dorian. Et il y a une émission qui est géniale, qui est consacrée au loot, au mécanisme de loot. Et où il compare ça à l'expérience du pigeon de Skinner. Je sais pas si vous connaissez cette expérience-là. On met un pigeon dans une cage et il a une petite pédale devant lui sur laquelle il peut appuyer. Quand il appuie sur la pédale une fois, il y a de la bouffe qui tombe, eh bien, il appuie, quand il est dans la cage, il appuie sur la pédale, la bouffe tombe et il la mange. Mais si tu lui mets une cage dans laquelle, quand il appuie sur la pédale, parfois la bouffe tombe et parfois la bouffe ne tombe pas, eh ben, vous savez ce qu'il fait le pigeon? Il appuie en permanence dessus. C'est-à-dire qu'il clique comme ça toute sa vie. Il va passer sa vie à cliquer dessus comme ça. Parce qu'il a tellement peur que, en fait, un jour, ça sorte pas, entre guillemets, que du coup, il préfère appuyer et accumuler. Ouais, il maximise. Voilà, c'est-à-dire qu'il loot, en fait. C'est le mécanisme du loot. Et en fait, les scientifiques, et donc Skinner, a montré, donc qui était un psychologue comportementaliste, a montré, en fait, que ce mécanisme, en fait, était un mécanisme de la sélection naturelle qui s'appliquait également au cerveau humain. Et Dorian Chandelier, donc de Merci Dorian, fait un parallèle entre ça. Alors je vous cite tout ça de mémoire, hein. Je fais peut-être des erreurs sur le fond. Enfin, je fais pas des erreurs sur le fond, pardon. Je fais peut-être des erreurs sur les détails, mais en gros, il montre que la mécanique du loot, en fait, ce désir de toujours tuer plus de monstres pour obtenir des trésors, etc., s'appuie sur un truc en fait anthropologique et tu vois lié à la façon dont notre cerveau fonctionne. Et là, c'est pareil. Si t'avais que des méchants quand tu ouvrirais les portes, t'aurais pas envie de les ouvrir. Si t'avais que des trucs sympas quand tu ouvres les portes, bah il y aurait pas d'enjeu à les ouvrir. C'est ça. Et c'est ça qui fait que les portes sont intéressantes. Et il y a une dernière chose, ce que j'ai vu, c'est on peut augmenter le mode de difficulté également au début en fait. Donc tu peux continuer, enfin tu peux recommencer en fait à jouer ce qu'on a fait nous donc. Alors c'est quoi par exemple les modes de difficulté? Eh ben alors donc nous on a commencé avec ce qu'on avait avec nos personnages donc 3 rations, 10 points de vie etc. Il y a un premier mode de difficulté difficile où on débute avec moins 1 de ration par rapport à notre carte personnage et moins 1 point de vie. Après il y a l'extrême où là on enlève aussi une ration et 2 points de vie et il y a roguelike où on débute avec une ration en moins, 2 points de vie en moins et 3 pièces d'or en moins par rapport à la carte de notre joueur. Et donc du coup ça rajoute des difficultés. Et il y a un sous-boc mini-rogue où il y a en plus des quêtes additionnelles et je te laisse les découvrir. Il y en a certaines qui sont complètement ouf. Et c'est suivant le dé. Au début d'une nouvelle partie, lancez un dé pour déterminer quelle quête vous allez assigner. Lorsque vous la remplissez, gagnez... Ah ouais, d'accord, ok. Donc, en fait, ça... Donc là, si on tombe sur la croix, on doit tuer 10 monstres. Si on tombe sur le 2, on doit dépenser 10 pièces d'or chez un même marchand. Tu thésaurises, en fait, tes pièces d'or et tu finis par tout acheter. Si on tombe sur 3, on doit échouer à 3 pièges. Si on tombe sur 4, on doit chuter. Sur 5, il y a réussissez 4 tests de compétences. Et sur 6, il y a tué un gardien d'un seul coup. Et ça te fait gagner des pecs, en fait. Et ça fait gagner 4 points d'XP. Donc du coup. tu peux t'amuser. Il est velu, hein. Ah, mais moi, je trouve ça génial. Après, on l'a fait. Vous l'avez fait. En un coup, un gardien, c'est les boss de fin, non? Enfin, c'est les boss de chaque c'est étage. Ouais, mais enfin, vous avez quand même réussi. On aurait pu. En un coup, oui, faut Si t'as le coup en traître, tu cumules des dés et t'as des potions. Ouais, puis il y a le guerrier. Disons que ça se prépare en fait. Ça se prépare. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tous, en fait, si tu regardes bien, toutes ces quêtes additionnelles sont des quêtes qui supposent en fait une certaine préparation et un certain style de jeu. Donc en fait, le jeu est fait pour que quand t'en as marre un peu, bah, tu puisses te créer, en fait, tu te lances à toi-même des mini-défis. Voilà. Un peu comme tous ces gens qui disent oui, si j'arrive à rouler avec ce vélo avant que le feu ne passe au vert, c'est qu'elle m'aimera toute sa vie. Tu vois, des trucs comme ça. C'est ça. Et tu vois, il y a un côté, tu te lances un défi à toi-même et si tu réussis, tu vois, tu te dis ouais, c'est satisfaisant. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est que du coup, ça doit faire un peu de coopétition. Quand tu joues à deux, s'il y en a un qui a un objectif annexe,
ça va te pousser, il va t'influencer à aller faire de la sûrement, merde. parce que t'as pas le même du coup. Bah non. Les deux joueurs ont des objectifs qui sont Du coup, ça différents. devient marrant. Donc ça peut être marrant d'avoir deux personnes qui jouent ensemble et qui en fait n'ont pas forcément le même truc. Parce qu'il y a quand même 4 packs à gagner. Hein. C'est quand même... C'est pas Ouais, mal. quand Là, même. ça peut Mais changer beaucoup de choses. ça reste de la coop en plus, donc Oui, c'est oui, très c'est agréable de jouer à deux. Oui, tu te tires pas dans les pattes. Non, c'est ça. Ça pareil, le fait Ce que qui est ce de plus soit en un plus jeu- courant. Ça, en fait, et c'est aujourd'hui, là, je trouve. ouais, mais et c'est là où on retrouve un peu l'aspect Diablo, où justement on est à deux et on est en coop et on va ensemble dans les cavernes, et dans les grottes, et dans Ouais. les donjons, tuer les... Et pareil, il y a deux joueurs, ouais, comme dans les premiers jeux où il y avait que 2 manettes possibles. Mais oui, Tu c'est peux ça. les Ça. deux Nous, joueurs. moi, Diablo, j'ai joué avec mon frère. On a fait des parties en diablé où on parties avait en Diablo, plutôt. en Diablo. Mais parce que effectivement, de toute façon, tu pouvais pas jouer à plus que Bah non. deux. Donc Ah, c'est génial, j'avais même pas encore saisi ça, quoi. Effectivement. Et tu m'as fait penser à un truc, et ça m'a échappé. Mais en tout cas, ouais, très, très, très sympa, Mini Rogue, voilà. Très bon jeu. Il y a très bons atouts. Le fait que ce soit un jeu solo, bah, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça veut dire qu'il y a suffisamment de complexité pour qu'un seul joueur, une seule joueuse puisse se prendre la tête sur le Ouais. jeu et se dire, voilà. et réfléchir. Ouais. Et réfléchir. Il y a un côté solitaire, réussite un peu. Bah oui, C'est du coup, ça. il y a un côté réussite, effectivement, Ouais, puisque les cartes sont posées de façon aléatoire. Et un autre truc aussi qu'on pouvait craindre, et qu'on peut trouver par exemple dans des jeux comme Donjons et Domino, et qu'on ne trouve pas trop dans Mini Rogue, je trouve, c'est l'effet leader. C'est-à-dire que l'effet leader, c'est quand il y a un joueur qui sait mieux jouer que les autres autour de la table et qui prend le contrôle en fait de tous les choix de chaque joueur. Il dit bah non, là on a intérêt à faire ceci, cela, donc toi tais-toi et fais ce que je te dis et voilà. Et ça arrive très souvent hein, dans les jeux de société coopératifs. C'est quelque chose contre lequel l'auteur d'un jeu ou l'autrice d'un jeu coopératif doit lutter en permanence. Et là, je trouve qu'il y a tellement d'informations que du coup ça gomme l'effet leader parce qu'on peut pas trop réfléchir à la place de l'autre. Et puis on tourne C'est en ça. plus. Il y a trop. Alors vas-y. Sur les dés, c'est-à-dire que D'un étage à l'autre. d'un étage Il y a à un l'autre. chef d'équipe, c'est Oui, il y ça, a à un chaque chef fois. d'équipe. Après, le chef d'équipe, il influence sur peu de choses, on ne peut pas prendre de décision pour l'autre. Oui, c'est le dé. Mais c'est notamment celui qui va attaquer en premier. Voilà. C'est le premier à lancer Il le jet. va de explorer dés. en premier, attaquer en premier. Voilà. Bah s'il tombe, Ah bah, ouais. c'est- Bon, ah bah, même si le deuxième tombe. Hein. ça change rien, tu me diras. Les deux tombent. de Mais toute oui, il façon. n'y a pas cette notion de je vais te dire quoi faire. Non. Parce que En tout cas, on l'a pas eu. Après, nous, on n'était pas experts dans le jeu. c'est ça. Mais bon, plusieurs fois, après, on voit bien que c'était logique de se séparer Oui. pour se retrouver un peu plus bas. Et je pense qu'on évite des problèmes comme tu viens de citer, Romaric. Bah l'aléatoire aussi, parce que de toute façon, quoi que tu fasses, c'est jamais certain. Oui. On peut donc, pas optimiser les plays à l'avance. On peut pas se dire ouais. sur tel étage, on va prendre cette carte-là, et puis cette carte-là, on sait jamais trop sur quoi on va tomber et ça limite En ce tout genre cas, de voilà. phénomène. Jeu très intéressant que Mini Rogue, si vous avez l'occasion de le tester, eh bien, je pense que ça vaut le coup. Et bien voilà, on vous souhaite de belles vacances de Noël, du coup, parce que c'est déjà Noël quasiment. C'est passé vite cette année. Ouais, c'est passé très vite, hein, t'as vu? Ah oui, ça passe très vite à la cellule. Merci beaucoup François, merci beaucoup Géraldine, et Merci, merci Merci. beaucoup à Darky de nous avoir amené tout ça. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. Ciao, ciao! Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.